Il existe une autre société secrète. Une des plus puissantes familles de l'Amérique en est à l'origine. Elle est si fermée qu'on ne connaît pas l'exactitude des rituels pratiqués. Elle s'appelle Skull and Bones. Pendant presque 150 ans, elle se trouvait sur la rue High Street à New Haven, sombre et menaçante, aux abords du campus de l'université de Yale. Elle n'a pas de fenêtre, et ses portes sont verrouillées à quiconque, sauf aux initiés. C'est l'impénétrable porte principale de l'une des plus prestigieuses sociétés secrètes du monde. Ses membres appellent cet endroit la tombe, le quartier général de Skull and Bones. Depuis 1832, des élèves de Yale, exclusivement des hommes jusque dans les années 90, et souvent des élèves parmi les meilleurs de leur classe, n'ont cessé de frapper aux portes de la tombe pour devenir des Bonesmen. Tout au long de leur terminale, ils se rassemblent les jeudis et dimanches soirs à 20h précises, se soumettant, comme tous ceux de l'Assemblée, au SBT, ou Skull and Bones Time. Rien de ce qui se passait derrière les portes de la tombe n'était supposé être révélé. Mais les membres disaient qu'ils passaient ces soirs-là à manger ou à échanger des vérités sur eux-mêmes et qu'ils se racontaient leur journée. Les discussions étaient toujours orientées vers le même sujet, les activités des Bones. Ce Bonesman indique que le nombre 322 sur l'insigne des Skull and Bones était une référence à l'année 322 avant Jésus-Christ, l'année où l'orateur grec Démosthène mourut. Un grand nombre de personnes ont prétendu que les réunions étaient en fait un camp militaire créé par une organisation qui contrôle secrètement le système monétaire mondial et qu'elle provient d'un pouvoir politique. Ils ont aussi soutenu que les crânes de Pancho Villa et de Geronimo se sont fait voler par les anciens Bonesmen et qu'ils se trouvent à la tombe. La légende raconte que tous les Bonesmen passent par une initiation bizarre où ils sont allongés nus dans un cercueil dans la tombe et que là, ils racontent les détails intimes de leur vie sexuelle. Toutefois, le plus effrayant de l'histoire, c'est qu'il se réfère à l'impressionnant pouvoir de Skull and Bones. Ces hommes, et maintenant ces femmes, ont des prétendus privilèges et descendent des plus anciennes et plus riches familles de l'Amérique. Ils disent qu'ils ont été invités à se joindre à cette association pour vivre une longue vie secrète. Une association dont certains pensent qu'elle manigance une conspiration criminelle à l'encontre des éléments les plus puissants de ce monde. La soi-disant conspiration inclurait certains des plus influençables leaders de l'Amérique. L'histoire de l'Amérique du XXe siècle est décrite sur un tableau à la Skull and Bones. De William Howard Taft, le seul homme qui ait rempli en même temps la tâche de président et celle de responsable de la justice à la Cour suprême des États-Unis, au financier et diplomate Averell Harriman, ou à Henry Luce, le fondateur du Time, Fortune et Life Magazine. D'un dirigeant de la guerre du Vietnam à l'un des célèbres opposants à cette guerre, William Sloat Coffin. Éditeur conservateur, mais aussi l'invité des shows télévisés. Également le romancier William F. Buckley, sans oublier le président George Bush. Skull and Bones n'a pas toujours été si secrète. Jusqu'en 1920, le New York Times publiait même le résultat du Tap Day, jour où la société choisissait ses nouveaux membres. Mais plus maintenant. Une dizaine de Bonesmen avaient été contactés pour un programme. Les rituels qu'ils ont pratiqués dans la tombe les ont tellement impressionnés que certains d'entre eux voulaient révéler les secrets de ces rites. Ils étaient d'accord pour témoigner dans la confidentialité, et ils ont fourni une description détaillée de leur cérémonie d'initiation ultra secrète. Ce que nous allons voir est probablement la reconstitution la plus détaillée de l'initiation de Skull and Bones jamais vue à la télévision. À chaque mois de mars, la classe des Bonesmen invite des candidats d'une classe brillante. Cela se passe durant une nuit appelée pré-tape. Avant cette nuit, les futurs supposés Bonesmen ne soupçonnent généralement pas qu'ils seront choisis. Vers minuit, un gros coup de poing frappé sur la porte du dortoir chasse un élève de son lit. En ouvrant la porte, il aperçoit quelqu'un qu'il n'a jamais vu auparavant. Viens avec moi. Le candidat est bousculé dans le hall et poussé dans une pièce. La seule lumière de la pièce vient des bougies maintenues en face de 15 visages, certains semblant familiers. Une voix identifie le groupe en tant que l'ordre de la Skull and Crossbones. On va te demander d'accepter ou de rejeter. L'un d'entre eux lui jette une boîte contenant les noms et les numéros de téléphone de ceux autorisés à poser des questions sur l'organisation.
Ne parle de cela à personne. Soudain, les visages éteignent leurs bougies. La pièce devient noire et un bras pousse le candidat hors de la pièce et dans le hall. Il est alors reconduit à sa chambre. Près d'un mois plus tard, la Tap Night fait éruption dans le campus. Les candidats ont été priés de rester dans leur chambre. Un autre étranger apparaît devant la porte. Tu acceptes ou tu rejettes? J'accepte. Suis-moi. Si le candidat accepte, l'odyssée de son initiation commence. Un bondsman des années 80 a accepté d'apparaître à l'écran pour révéler une partie de son expérience, mais anonymement et de façon, somme toute, évasive. Des personnes débarquent devant votre porte. Vous ne les avez jamais vues auparavant. Et ils sont supposés dire « Suis-moi ». Et donc vous les suivez. Peut-être y aurait-il quelqu'un d'autre. Un autre bondsman a décrit de quelle façon il a essayé d'échapper à sa capture en courant à travers le campus. En général, les initiés arrivent dans la cour arrière de la tombe, on leur bande les yeux, on les fait tourner sur eux-mêmes et ensuite on leur attache les mains. Apparemment, aucune agression physique ne se produit. Puis l'initié est conduit jusqu'à la tombe. Il y a quelqu'un dans le cercueil, il y a aussi des bougies par-ci par-là, et enfin le crâne de Geronimo, peut-être que ça sert à créer un environnement détaché du monde. Les bondsmen escortent l'initié jusqu'à la pièce 322, le temple intime des Skull and Bones, une pièce somptueuse, drapée de velours, où les bondsmen prennent leurs engagements. Les membres font tournoyer le candidat jusqu'à ce qu'il ou elle ne puisse presque plus tenir debout. Lorsque le candidat reprend ses esprits, il voit pour la première fois les bondsmen de tous âges entassés dans la pièce. Hurrah for Skull and Bones, who wouldn't be a pirate, the whole broad sea he owns. Soudainement, le groupe entame une de ses chansons écrites par et pour les bondsmen et chantée uniquement dans la tombe. L'initiation et les autres rituels mystérieux réussissent à convaincre les nouveaux membres qu'aucun secret dit à l'intérieur des murs n'en sortira. Ce qui sort de ces rituels et de l'initiation, c'est qu'on a le sentiment que cet endroit est sacré. C'est un endroit sacré. Donc, ils sont là pour créer ce sentiment de vérité qui s'échappe à travers tout ce rituel et cette initiation. Personne ne voudra briser ce secret. Les bondsmen s'accrochent à ce secret avec tellement d'application que la légende du mystère de la conspiration se développe. Mais elle n'est ni confirmée ni démentie par les Skull and Bones. Cet ancien étudiant de Yale et éditeur de magazine affirme qu'il a senti le poids de Skull and Bones lorsqu'il a tenté d'exposer les secrets. Pour ceux qui croient aux théories de conspiration de la Skull and Bones, les rites d'initiation vont au-delà d'inculquer un sentiment de vérité et une croyance par rapport à un secret. Ils procurent le fondement pour une vie de clandestinité et de complot pour obtenir le pouvoir. Durant l'été 1978, après avoir été diplômé de Yale, Andrei Navrosov a acheté le plus vieux magazine littéraire du pays, La future faillite de la littérature de Yale, un livre pessimiste présumé avoir un lien avec la Skull and Bones. Navrosov, âgé de 22 ans à l'époque, réédita le livre. Il changea la couverture, il en fit un beau livre, et pensa que ce livre allait peut-être attirer 3600 lecteurs. Il a également changé radicalement la présentation et l'écriture pour l'adapter à une majorité d'étudiants de Yale, plus particulièrement aux étudiants du département d'anglais, qui considéraient que l'écriture d'un journal de droite était souvent le travail d'écrivains européens peu connus, de poètes ou de dramaturges. Après 4 ans, l'administration de l'université en a eu assez et a décidé que le livre serait désormais une organisation non étudiante et fit la demande que le livre change de titre sans y inclure le nom de Yale. Navrosov, auteur vivant maintenant à Londres, fit un procès à l'université. Pendant le jugement, il assura qu'il avait subi des pressions venant de la Skull and Bones. Après avoir perdu le procès, Navrosov prétendit que lui et son avocat allaient faire appel en stipulant qu'une autre organisation non étudiante avait tiré avantage du livre pendant des dizaines d'années sans avoir jamais eu de problème. Cette organisation s'appelle Skull and Bones. En dépit de sa localisation sur le campus de l'université de Yale, Skull and Bones est complètement indépendante de l'université. Navrosov voulait dire que le livre avait été publié en 1870 et écrit par un anonyme.
Cela explique pourquoi les Skull and Bones ont subtilement gardé le contrôle du livre depuis 1864.